Bonsoir, l'événement est dans les déclarations du président Kadyrov, le président de la Tchétchénie dans la Fédération de Russie, qui tient des propos extrêmement violents ce soir, appelant à l'usage d'armes nucléaires de faible puissance, je cite, en Ukraine. À mon avis, des mesures plus drastiques devraient être prises jusqu'à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance. Nous sommes toujours avec vous. Merci Alain Bauer. On évoquait tout à l'heure les humiliations russes, notamment à Liman, les défaites russes. C'est d'une certaine manière une réponse à cela. Et si on entre dans le détail de ce que pourrait être l'usage nucléaire, ce sont les informations d'une société de renseignement israélienne qui a détecté une présence irrégulière de bombardiers russes Tu-160 et Tu-95 sur la base aérienne d'Olenia. C'est une base qui accueille du matériel nucléaire. Ces avions peuvent être utilisés pour larguer des ogives nucléaires. Un mot simplement sur les images qu'on voit là. D'abord sur le lieu, cette base d'Olenia qui est vieille affaire, un point important de la défense ou de l'offensive russe. Alors, c'était une base qui a dû être repérée pour la première fois dans les années 50, en 57, si je me souviens bien. Et c'est une base où il y avait des unités de reconnaissance et qui visait à garantir la finlandisation pour un pays neutre. La Finlande ayant demandé à entrer dans dans l'Alliance Atlantique, eh bien, la situation a changé. Et donc, on est passé du statut neutre au statut éventuellement hostile. Et donc, les Russes ont une logique. Ils ont renforcé aussi Kaliningrad, qui est une enclave russe à l'intérieur de l'Union européenne. Et on est dans la même région, tout étant relatif. C'est des distances considérables, mais enfin, voilà. c'est ce nord d'Europe qui est un enjeu pour les Russes. Oui, parce Crucial, qu'il hein. veut montrer, mais ce qu'on ne voit pas et qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qui se passe tout en haut, au détroit de Bering. La distance entre les États-Unis et la Russie, qui ont une frontière commune, gelée certes, mais commune, c'est 80 km. Donc on est là dans une réorganisation de la Russie qui correspond à leur état d'esprit. Ce n'est pas eux les attaquants, ils sont les attaqués. Et donc ils doivent prendre tous les moyens pour montrer leur détermination. Ce n'est pas un bluff. Il y a un aspect, les spécialistes appellent ça du dialogue nucléaire, selon une espèce de truisme un peu, hein, mais c'est une façon, à chaque fois, il y a un sens. Ah, rien n'est le fait du hasard et c'est pas décidé en disant tiens je vais bouger ce truc-là comme on faisait avec son râteau dans les bons vieux films de guerre. Non, là, il y a une cohérence générale de la doctrine et de l'action des Russes. Et là, c'est un signal que, eh bien, en cas de conflit qui se développerait, il pourrait se développer sur de très nombreux fronts, y compris ceux dont on ne parle pas. Donc l'Ukraine, la mer Noire, bon, la mer d'Azov, c'est un sujet qu'on va dire qui est gelé pour l'instant. Le nord de l'Europe, Kaliningrad, le gazoduc, même si on ne sait pas qui, en tout cas c'est un élément, un signal aussi, le détroit de Bering, et il y a d'ailleurs pas seulement les Russes qui sont très intéressés à ce qui se passe tout là-haut, mais les Chinois également. Donc il y a une redisposition générale qui amène évidemment à créer des éléments majeurs, au mieux d'une guerre froide et au pire d'une guerre chaude. La crainte dans la région au sens large, est et nord de l'Europe, elle est considérable. C'est une des nouvelles des dernières heures. La Pologne qui distribue des pastilles d'iode, le gouvernement polonais qui fait distribuer à toute sa population à la frontière et au-delà des comprimés d'iodure de potassium. Ce sont les casernes de pompiers qui reçoivent les stocks, qui les distribuent à la population. On voit à quel point, évidemment, pour eux, la géographie commande. C'est très présent. La géographie et l'histoire. Et d'ailleurs, quand Poutine commence son discours, il cite des héros russes, dont l'un des plus importants est quelqu'un qui a détruit et démantelé la Pologne. Rumiantsev, c'est le héros de Catherine II. Souvorov et Ushakov, ce sont des grands généraux et des grands amiraux russes qui ont été les principaux conquérants de la création de l'Empire russe au sens extraordinairement large. Donc la Pologne, elle entend aussi un message qui lui est très personnel. Elle est très impliquée dans l'aide à l'Ukraine, à la fois l'aide aux réfugiés et l'aide militaire. Elle est allée très loin, y compris en discutant des conditions dans lesquelles elle pourrait fournir des appareils russes, enfin soviétiques, à l'Ukraine en échange d'appareils neufs américains. Les Américains ont calé devant... ça ressemblait à une petite île rouge, donc il est normal que la Pologne, les États baltes, sont extrêmement inquiets là-dessus, mais eux-mêmes sont très inquiets tout en étant extrêmement fermes
dans leur opposition au pouvoir russe. Quel est le type d'armes quand on parle de ces avions, des Tupolev, 160, 95, quel est le type précisément de charge nucléaire qui peut être employé? Ça, c'est du stratégique, c'est pas du tactique. Le tactique, c'est des missiles Iskander, des nouveaux développements. Là, on est plutôt dans le signal de la guerre extrêmement lourde. Donc c'est l'équivalent de ce qu'en Rafale pour les Français. Ces appareils sont ce qu'ils sont et ils ne sont pas faits pour ça. Ouais. C'est l'équivalent de ce qu'un Rafale français peut transporter, par exemple? Ah non, un Rafale, il peut transporter... Enfin, nous, on n'a plus d'armes nucléaires tactiques, donc on y a mis fin. Un Rafale peut transporter une arme nucléaire stratégique. Donc, de ce point de vue-là, oui, sauf que le Rafale, c'est 50 ans plus moderne. Là, le signal, si signal il est à destination de qui ici? De l'OTAN, des plus actifs à l'intérieur de l'OTAN, de toute une série de récepteurs pour montrer que, à la fois individuel et collectif, et l'Union européenne, l'Alliance atlantique, mais aussi chaque pays pris individuellement. C'est une méthode à la russe assez classique, où on utilise tous les moyens pour indiquer qu'on est capable de les utiliser et que ce n'est pas un bluff. La France l'a fait dans une autre logique. On se rappelle ce scoop du télégramme de Brest, mais ils n'étaient évidemment pas les seuls à l'observer, les puissances l'observaient. La sortie des 4 sous-marins nucléaires d'attaque français en mer, ce qui est exceptionnel, c'était ce qu'on appelle toujours ce dialogue. Oui, ça fait partie là de la non-ambiguïté stratégique. C'est-à-dire, je mets tout ce que je peux à la mer pour montrer que moi non plus, je ne bluffe pas. Est-ce que ça dit quelque chose du degré d'inquiétude, y compris chez les dirigeants européens? Moi, je suis très frappé dans les off, évidemment sur les plateaux de télévision, il y a un discours, mais même dans le discours extérieur, il y a une crainte réelle. C'est une puissance nucléaire qui a décidé une guerre en Europe, sur le territoire, qui a déjà conduit plusieurs guerres qui ont été à la limite de l'extermination en Tchétchénie, et on ne peut pas dire que ça soit bien passé dans les épisodes précédents, qui ont commencé dès 1993 en Transnistrie vers la Moldavie, puis en 2008 en Géorgie, puis en 2014 déjà en Ukraine, car cette guerre n'a pas 8 mois, mais 8 ans et 8 mois, ou quasiment. Donc on est dans un processus où tout le monde est effectivement naturellement inquiet. Avec, de la suite dans les idées. Le fait que cette guerre dure longtemps, qu'elle soit à la fois de haute intensité et de longue intensité, et surtout que la puissance nucléaire attaquante est en train de reculer relativement en désordre, en tout cas dans des conditions qui ne sont pas brillantes, amène à se dire que est-ce qu'il serait capable d'appuyer sur le bouton? Et donc quand tu veux la paix, tu prépares la guerre, parce que c'est le seul moyen de ne pas avoir la faire. La menace effective ou non, en tout cas chez Vladimir Poutine, c'est une très vieille histoire. On va voir une séquence de 2018. Il présentait son arsenal nucléaire, enfin tout le catalogue des nouveautés. La modernisation, discours très fort, déjà extrêmement offensif. À l'époque, ça a été commenté d'assez loin par les opinions occidentales. Le discours de Munich en 2007. Et cependant, déjà, il y avait une forme d'offensivité qu'on va rappeler ici. Le système de missiles Sarmat est capable d'attaquer des cibles et par le pôle Nord et par le pôle Sud. C'est une arme absolument redoutable. En raison de ses caractéristiques, aucun système de défense antimissile ne peut l'intercepter. Volant à basse altitude, portant une ogive nucléaire avec une portée presque illimitée, des trajectoires de vol imprévisibles et la possibilité de contourner l'interception par des boucliers antimissiles, ce missile de croisière discret est invincible pour tous les systèmes de défense antimissiles et de défense aérienne, existants et futurs. Les drones sous-marins peuvent être dotés d'armes conventionnelles et nucléaires. Cela permettra de détruire des cibles très variées, y compris des porte-avions, des fortifications côtières et des sites d'infrastructures. Alain Bauer, ces images font écho aux images qu'on a vues hier dans le même Kremlin, avec à peu près le même public. Là, on a toute la nomenclatura poutinienne, avec cette espèce de fierté de dire « regardez tout ce que nous avons ». Oui, mais c'est ce qu'explique Poutine. En 91, vous avez voulu nous détruire. Nous sommes en pleine phase de renaissance, de résurrection. Le langage est très religieux, beaucoup plus que d'habitude. Et donc, et d'ailleurs, la population aussi, elle a subtilement changé. Les idéologues nationalisto-slaves sont arrivés quasiment au premier rang de la réunion d'hier, alors que d'habitude, on les met dans un coin où on les reçoit discrètement. Donc, il se produit une radicalisation mais qui est marqué aussi par un effort de modernisation et de réarmement tout à fait considérable et qui montre que
quand on veut se défendre, il faut faire du quoi qu'il en coûte aussi en matière militaire. On va recevoir dans quelques instants le diplomate, vous l'avez annoncé, vous faites très bien le service avant-vente et après-vente qui va nous rejoindre, Gérard Araud, mais qu'est-ce qu'on peut savoir de la psyché de cette direction russe actuelle, pas seulement Vladimir Poutine, mais les généraux, tous ceux qui l'entourent? Est-ce que le recours au nucléaire est désinhibé à ce point-là? Est-ce que c'est imaginable que l'usage, comme il dit, d'une bombe de faible puissance, c'est ce que dit Kadyrov ce soir, soit dans leur vision? Ça a toujours été dans leur doctrine. Donc pour eux, ce n'est pas un sujet de discussion. C'est une arme conventionnelle, ça n'est pas une arme nucléaire stratégique. Ça fait partie et ils ont une logique qui s'appelle escalade pour la désescalade, à laquelle nous ne comprenons rien, parce que nous sommes plutôt pour la désescalade et pour éviter de faire la guerre. Eux, ils considèrent que c'est un élément naturel d'utilisation d'une arme nucléaire tactique dite de faible puissance. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va dire de 10 à 15 kilotonnes, probablement, et qui serait de nature à résoudre un problème majeur sur le terrain. Le problème, c'est que c'est fait pour la guerre de chars en Centre-Europe. Il n'y a pas de guerre de chars en Centre-Europe. Ce qui est en train de se passer avec les drones, les unités, les HIMARS, les lance-roquettes multiples, c'est que la guerre, elle a changé de dimension. Elle est beaucoup plus flexible, les grandes concentrations sont relativement limitées. Et puis, par ailleurs, vous perdez une partie de vos propres troupes. Parce que, voilà. Donc, à part nucléariser une ville, et effectivement, la référence à Dresde, Hiroshima, etc., et ceci crée un précédent, donc éventuellement, ce n'est pas les Américains qui pourraient nous donner les leçons, est une indication de la messagerie poutinienne. À l'intérieur de l'armée, il n'y a pas de discussion sur la doctrine militaire. Ni en 2014, ni en 2020, les nouveaux éléments de doctrine n'ont évolué de ce point de vue. Mais le message d'Antonov, l'ambassadeur de Russie sur une guerre ne peut pas être gagnée et ne doit pas être menée, montre aussi que, comme le dira très bien Gérard Araud, les voies de la diplomatie sont parfois très efficaces. Et parfois impénétrables. Gérard Araud, rejoignez-nous, vous êtes là, le spécialiste de la sécurité et celui de la diplomatie. Merci beaucoup. Si on revient à cette déclaration du jour, c'est celle qui fait événement, de Kadyrov, le président tchétchène, qui dit il faut que la Russie utilise des armes nucléaires de faible puissance. Bonsoir. Et merci d'être là. Est-ce que, selon vous, il y a dans la désinhibition, on parle de radicalisation à l'instant, de ce qui se passe en Russie, quelque chose de neuf? D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire M. Boer. D'abord, d'un côté, vous avez les armes stratégiques. C'est peut-être d'ailleurs les avions sur cette base. Là, je dirais que nous sommes simplement dans la posture. Et la seule manière de réagir pour l'Occident, c'est de faire comme si rien ne se passait. N'est-ce pas? C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les Américains, puisque vous vous rappelez que Poutine avait annoncé la mise en alerte des forces nucléaires. Vous voulez dire ne pas avoir peur? Ne pas avoir peur, après tout, c'est le b.a.-ba de la dissuasion. C'est de dire, si vous voulez mourir, comme disait le général de Gaulle à l'ambassadeur d'Union soviétique, eh bien, monsieur l'ambassadeur, nous mourrons ensemble. Eh bien voilà, disons aux Russes, bien, nous mourrons ensemble. La question porte en effet sur les armes nucléaires. Et là aussi, M. Boer a raison. On a découvert dans les plans de bataille en Europe centrale des soviétiques qu'ils utilisaient les armes nucléaires un peu comme des grosses bombes, comme une arme d'artillerie. Et donc, est-ce qu'ils peuvent le faire de nouveau? Mais de nouveau, pour vous approuver, je ne vois pas les cibles. Mais comment peuvent-ils le faire? Pardon, on sent qu'on a changé d'époque, en tout cas dans le discours, parce que vous rappelez de Gaulle, oui, effectivement, nous mourrons ensemble, c'est quand on imaginait l'apocalypse générale. Tout à fait. On ne parle pas de ça ici, on parle d'un usage, entre guillemets, localisé. Et comme je le disais, mais M. Boer aussi l'a déjà dit, mais quelle serait la cible? Et de nouveau, nous ne sommes pas, même s'ils utilisent l'arme nucléaire tactique comme étant une sorte de grosse artillerie, ils savent quand même qu'il y a un pas à franchir. Ils ne franchiront ce pas que, je dirais, dans des conditions extrêmes. Par exemple, mais là c'est vraiment une hypothèse, si dans l'effondrement soviétique, les Ukrainiens rentraient en Crimée. Là, on peut se demander si une ligne rouge ne serait pas franchie. Mais pour le moment, à l'évidence, on n'en est pas là. Je me demande d'ailleurs si Poutine ne mène pas une guerre psychologique sur l'Occident. Il coupe le gaz, il menace du nucléaire, il espère qu'au fond, que les Européens, que les populations européennes auront peur, en auront marre d'avoir froid, en auront marre de l'inflation et diront arrêtons là. Est-ce qu'il faut craindre dans le discours de Moscou? C'est très frappant depuis hier et on va entendre quelques éléments de ça. Ce discours de la guerre préventive. Depuis hier, Vladimir Poutine cite Hiroshima et il cite Dresde. Il faut rappeler qu'il a été en service à Dresde comme officier du KGB. Dresde qui
pendant la guerre, avait été bombardée avec une grande violence par les Alliés. Et il dit, vous voyez, les Occidentaux l'ont fait à Dresde, à Hiroshima, pourquoi pas nous, en quelque sorte? Écoutez ce qu'il dit hier soir, sur Hiroshima d'abord. Les pays occidentaux répétaient pendant des siècles qu'ils apportaient la liberté et la démocratie à d'autres pays. Mais tout ceci se trouve complètement contraire. Au contraire, ils oppriment au lieu de libérer. Ils asservissent au lieu de libérer. Et ce discours est faux. C'est une tromperie et de l'hypocrisie. Les États-Unis est le seul pays au monde qui a utilisé à 2 reprises l'arme nucléaire contre Hiroshima et Nagasaki. Ils ont créé un précédent, d'ailleurs. Alain Bauer, vous êtes très sensible aux mots. D'ailleurs, je souligne, vous avez pris l'intégralité du discours, le verbatim. Il faut toujours dire ce que disent les gens, c'est très important. Et j'étais frappé de ce qui vous frappait. Vous disiez le précédent. Oui, il dit il y a eu un précédent. Mais ce n'est pas de la guerre préventive. Hiroshima, c'est la fin de la guerre. Dresde, c'est le milieu de la guerre. Et puis c'est après des bombardements en Grande-Bretagne qui sont une réponse du berger à la bergère. Ça ne justifie rien, mais c'est un processus qui est assez classique dans les limites de l'exercice de la guerre. Donc le mot guerre préventive n'est pas utilisé à ma connaissance. Alors c'est pas préventif, mais c'est la justification de dire on va éviter mais pire. Ça n'a rien à voir. Lisons ce que disait Churchill à l'époque. Vous avez raison, c'est un bon auteur. Sur ce thème-là, c'est quand même rappelé, on est à un moment où Churchill, où les Alliés disent il a fallu utiliser l'arme nucléaire et ça a évité beaucoup de morts civiles, et il s'en félicite. Et il dit à l'époque, des voix font valoir que la bombe n'aurait jamais dû être utilisée, je ne peux pas m'associer à telles idées, je suis surpris que des personnes dignes d'intérêt adoptent la position selon laquelle nous aurions dû sacrifier 1 million d'Américains et 1/4 million de vies britanniques plutôt que de lancer cette bombe. Il justifiait à l'époque l'usage. Comme je disais, jusqu'à 1963, la doctrine militaire américaine en Europe était l'usage d'armes tactiques. Jusqu'à 1992, quand le président Mitterrand a décidé de finir, de ne pas remplacer les Plutons et de ne pas développer les Hades, nous avions des armes nucléaires tactiques. Tout le monde avait des armes nucléaires tactiques. Les Russes n'ont pas changé. Mais on ne comprend pas que les Russes sont dans une logique immémorielle. Qui ne bouge que très marginalement. Et d'ailleurs, il se réfère toujours à la même histoire. Poutine nous avait fait la version courte en 14 minutes, là on a la version longue en 1 heure, mais il raconte toujours la même histoire. Et il se réfère toujours. La première, par contre, ce qui est très intéressant, c'est les gens qu'il cite. Il cite 3 héros militaires, dont un généralissime, et surtout Ilyin à la fin, qui est un menchevique, cadet de droite, et qu'à un moment ou un autre a trouvé Hitler quand même sympa. Donc c'est intéressant pour lutter contre les néo-nazis ukrainiens de finir par un de ses auteurs préférés, mais qui donne une idée à la fois de la Russie éternelle et du grand n'importe quoi dans la justification du dispositif. Alain Bauer, merci beaucoup. On continue la discussion avec vous. Gérard Haro, Hitler, il en est question dans votre livre, et je le recommande très vivement, ce sont les leçons diplomatiques, histoire diplomatique, leçons d'hier pour le monde d'aujourd'hui. Une photo, c'était l'anniversaire hier, je crois, c'est le 30 septembre 1938. C'est quand les démocraties, vous disiez qu'il ne faut pas avoir peur. Là, il y a de la peur. Il faut dire ce que... D'abord, votre livre est très bien écrit et vous décrivez à quel point, à ce moment-là, le pauvre Chamberlain, pauvre Daladier, exprime une forme de peur face à Hitler et à Mussolini. Oui, alors, en même temps, aujourd'hui, dès qu'on parle de négociation, aussitôt tout le monde hurle en criant « Munich, Munich ». Donc, c'est de faire une mauvaise leçon d'histoire que de voir dans toute négociation un Munich. Et cependant, là, il y a les Occidentaux, les démocraties qui sont peureuses et divisées aussi. D'abord, elles sont peureuses, mais elles sont peureuses parce qu'elles ne sont pas prêtes. Vous savez, Édouard Daladier, qui a été évidemment, qui à cause de Munich est devenu un peu un symbole négatif, était en réalité quelqu'un d'assez estimable. Et Édouard Daladier voulait se défendre la Tchécoslovaquie et Chamberlain lui avait dit « De toute façon, c'est votre affaire, nous n'avons pas d'accord avec la Tchécoslovaquie et vous pouvez y aller seul ». Mais c'était quand même 40 millions de Français face à 70 millions d'Allemands et 40 millions d'Italiens. Donc on peut comprendre la réaction de Daladier. Et d'ailleurs, autant Chamberlain est revenu de Munich triomphant et souriant, autant Daladier est revenu effondré en sachant que ce n'était que retarder la guerre. Est-ce que c'est vrai la formule de Daladier rentrant à Paris et disant « Allez con » ? Alors, oui, donc l'avion atterrit et une foule se précipite sur l'avion. Il croit qu'il va être lynché et il voit qu'on vient l'acclamer et il aurait dit cela. Mais
moi, j'ai les mémoires d'un diplomate, qui en plus est un diplomate avec particules, monsieur de Crouy-Chanel, qui dit qu'il l'aurait dit simplement, mais ils sont fous. Oui, fou, con, voilà. Voilà, chacun peut prendre sa version. Est-ce qu'aujourd'hui, la peur du nucléaire, on voit bien à quel point elle monte d'un cran ce soir. Est-ce qu'il faut effectivement être du parti, entre guillemets, des cons ou des fous, ou est-ce que de fait, il y a un danger réel ? Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de danger réel. Je pense que nous sommes entrés dans la pression psychologique, justement, pour faire craquer les Européens. Mais comme je l'ai dit, d'un point de vue stratégique, ce serait l'anéantissement du monde, donc y compris les Russes. Nous mourrions ensemble. Mais pardon, non, je me permets de vous contredire. Ça n'est hélas pas certain, puisqu'on comprend bien, ça n'est plus l'idée de l'apocalypse. C'est pas la fin de la planète des singes, pardon. Mais qu'on comprenne bien ici la nuance, parce qu'elle est tellement importante. Totalement. Du point de vue des Russes et du point de vue de ceux qui craignent que ça puisse exister, ce serait l'usage local, localisé, évidemment tragique, mais localisé de l'arme nucléaire, ce qui n'entraînerait pas nécessairement un enchaînement général. Totalement, puisque les Américains ont déjà laissé entendre qu'ils ne réagiraient pas nucléaire à l'usage tactique du nucléaire. Est-ce que cette hypothèse-là n'est pas terrifiante ? Parce que, pardon, nous sommes de génération où on se disait c'est ou tout ou rien. Donc, d'une certaine manière, on est tranquille. Mais comme M. Bauer l'a on n'est pas tranquille. Comme M. Bauer l'a répété, nous avions jusqu'en 1992 des forces nucléaires tactiques avec lesquelles nous étions prêts, d'ailleurs, comme je l'ai dit aussi, à d'atomiser l'Allemagne pour arrêter l'invasion de l'armée rouge. Donc, s'il y avait eu l'utilisation d'une arme tactique, d'abord, où ? Sur quelle cible, dans quelles circonstances, nous n'en sommes pas là, et ce serait un usage comme une grosse artillerie. Vous avez été auprès, et encore une fois, je recommande votre livre qui est très remarquable, vous avez été auprès de tellement de puissants au cours de votre carrière. Est-ce que vous avez senti que dès qu'on touche au nucléaire, on touche effectivement à l'ultima ratio, c'est-à-dire à la sécurité des États, à notre sécurité collective, et que là, il n'y a plus aucune plaisanterie, il n'y a plus aucune marge? Non, vous avez tout à fait raison. J'ai senti... par exemple chez François Mitterrand, mais aussi chez Jacques Chirac en particulier, parce qu'il y a eu des débats sur le nucléaire à l'époque, et notamment la question des essais nucléaires, au moment où la France y a mis fin. J'ai senti la plus grande, je dirais, gravité au moment de prendre ces décisions. Et d'ailleurs, je me rappelle encore que Jacques Chirac avait dit « Lorsque le danger vient, nous sommes seuls », ce qui était une manière de rappeler mai juin 40, une manière de dire « Donc la France doit, quoi qu'il arrive, avoir une force nucléaire crédible ». Aujourd'hui, est-ce qu'on en est là ? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez monter de la même manière une tension qui était inédite depuis un certain nombre d'années ? Non, parce que, de nouveau, si on n'est pas dans le nucléaire français, c'est pour dissuader le stratégique. N'est-ce pas ? Le nucléaire français n'a rien à voir, hélas, avec une frappe nucléaire en Ukraine. Donc, s'il y avait une frappe nucléaire en Ukraine, la réaction des Occidentaux serait une réaction conventionnelle, sans doute d'indignation, de condamnation, et aussi peut-être de renforcement de soutien à l'Ukraine. Et il y aurait des conséquences majeures sur la scène internationale. Et je ne vois donc pas la Russie, sauf dans une situation totalement désespérée, se livrer à ce genre d'usage de l'arme nucléaire tactique. Il y a cependant une désinhibition tellement impressionnante en Russie de là. On parle du nucléaire sans arrêt. Alors, Kadyrov, ce soir, qui vraiment franchit un seuil, à la télévision, on va écouter un extrait. Comment, à la télévision russe, là on parle vraiment de la très très grande écoute, une des émissions les plus écoutées, parle de ça sans aucun tabou. Écoutez, et là encore, vous réagirez. On va l'entendre dans un instant. Un mot là-dessus, simplement, pendant que la séquence se prépare. Ça, c'est nouveau, il faut bien le souligner. Sous l'Union soviétique, ça ne se faisait pas du tout. Totalement. Oui, c'est vrai. Mais c'est depuis le début du conflit. Medvedev, en particulier, multiplie sur son blog ce genre de déclaration. Écoutez la version 2022. Mais pourquoi vous ne pouvez pas voir de possibilité que cette tension diminue ? Je ne comprends pas comment cela pourrait arriver, car je n'ai pas d'illusion en ce qui nous concerne depuis un long moment. Mais concernant l'Ouest, j'ai bon espoir qu'ils pourraient être plus réfléchis que nous, comparé à ce qu'ils ont montré ces derniers temps, et qu'ils pourraient avoir un meilleur sens de leur propre préservation. Mais non, ils essayent maintenant de nous détruire, en voyant les problèmes que nous avons en Ukraine. Ils pensent que l'arme nucléaire peut souffrir d'une défaite, qu'un ours blessé et agonisant sortirait en rampant de sa grotte et mourrait lentement. Mais un ours avec des missiles nucléaires ne peut pas juste mourir lentement. Ok, je vois. Vous avez donc aucun doute à propos de ce scénario ?
c'est une sorte d'escalade possible, mais qui ne prendra pas la forme de conflits locaux, ou peut-être que des interventions économiques. Vous pensez que c'est la seule possibilité? J'ai tout de même l'ombre d'un doute. La seule chose que l'on peut espérer est que les deux côtés continuent pour atteindre le point de non-retour, afin d'ensuite s'arrêter et d'effrayer les gens pour dire « sinon, ce sera un désastre nucléaire. Vous n'en voulez pas? Eh bien, faites des concessions. » Gérard, quand on écoute ça, on se rappelle, Daniel Schneiderman avait fait un très bon livre sur Berlin et les Allemands dans les années 30 en disant, à l'époque, on ne croyait pas. On disait, mais non, Hitler sans doute veut un peu la paix, les Allemands sont pas fous, ils veulent pas aller à la guerre, ça n'a pas de logique. Et puis, à l'arrivée, oui. Alors d'abord, ce talk show est délirant depuis le début. Ouais. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient atomiser Londres, pas Paris d'ailleurs, mais qu'ils allaient atomiser Londres. Ils ont montré combien de temps il fallait faire pour atomiser Londres. Ils déclarent que l'Ukraine n'existe pas. C'est vraiment un délire. Hein. C'est donc je le prendrai quand même pas trop au sérieux. Et de nouveau, la logique de la dissuasion, c'est d'avoir des nerfs. Et donc, d'une certaine manière, de faire savoir, et ils le savent, que nous avons les moyens de réagir et de leur faire aussi mal qu'ils feraient mal, qu'ils nous feraient mal. En revanche, et vous avez raison d'insister sur ce point, non, je me permets encore de vous rencontrer, nous ne pouvons pas hélas, dissuader de nouveau, pardon, vous l'utilisation retombez dans le tactique. discours de vieille dissuasion en disant ils nous font mal, on leur fera mal tout le temps. Oui. Non, on dit bien, on est dans une situation asymétrique parce que eux frapperaient un point localisé. Ah, mais c'est ce que, oui, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, ce que je vous disais, on manifesterait notre indignation et sans doute on accroîtrait notre soutien à l'Ukraine, on ferait en sorte de faire condamner la Russie, mais il n'y aurait, du point de vue militaire, il n'y aurait rien à faire, sauf à déclarer la guerre à la Russie. Est-ce qu'on est excessivement rationnel? Vous dites, c'est une émission de zozo. Oui, c'est une émission de zozo, mais on se rappelle quand même que le 24 février, ici, sur les plateaux de télévision, beaucoup de diplomates, de journalistes, etc., disaient « mais non, il ne va pas envahir l'Ukraine, c'est trop fou ». Il l'a fait. Ah, vous savez, dans toute situation, il y a 5% de l'imprévisible. Hein. Et donc, en effet, vous pouvez vous dire, demain, M. Poutine décidera d'atomiser. Mais d'atomiser quoi, d'ailleurs? Comme l'a dit M. Bauer, et comme je l'ai déjà dit, je ne vois pas quelle serait la cible aujourd'hui. Nous n'en sommes pas là. Les Russes ont engagé une mobilisation de 300 000 hommes, c'est-à-dire qu'ils veulent renverser la situation par des moyens conventionnels. Peut-être que dans 6 mois, un an et demi, si les Ukrainiens continuent de l'emporter, peut-être que nous approcherons du point d'utilisation de l'arme nucléaire. Mais de nouveau, nous n'en sommes pas là. Et la seule manière de réagir, c'est de garder son calme. Ce soir, hier soir déjà, Volodymyr Zelensky marque aussi à sa manière une gradation en disant « nous voulons adhérer à l'OTAN de manière accélérée ». Est-ce que de fait, ça fait partie de cette escalade où les fronts se solidifient encore plus? Et on les comprend bien, les Ukrainiens se disent, dans une telle situation, plus vite on est dans l'OTAN, plus vite on est protégé. Oui, mais le problème, c'est que, d'ailleurs, les Américains qui ont été pris par surprise, apparemment, ont déjà réagi en disant que ce n'était pas le moment, parce que pour une raison simple, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, nous sommes obligés de défendre l'Ukraine activement, c'est-à-dire que nous nous sommes engagés dans la guerre. Donc je pense qu'il va y avoir du côté de l'OTAN des réponses un peu embarrassées de la plupart des alliés. Mais je comprends évidemment la démarche de Zelensky. Quand on regarde cette carte, ce qui est en train de se passer, il ne s'agit pas de faire du catastrophisme, mais quand on constate les choses. En Pologne, on distribue des pastilles d'iode à toute la population. C'est quand même un acte qui manifeste une certaine crainte. Il y a eu dans la base d'Oleniak, on voyait tout à l'heure un peu plus au nord, ces opérations des bombardiers qui peuvent transporter des charges nucléaires. Là, sur cette base-là, c'est des manœuvres habituelles. Hein. Les Russes ont déjà fait cela plusieurs fois et ça fait partie un petit peu je dirais, des usages de l'armée russe. Alors peut-être que ça a un effet d'avertissement aujourd'hui. Donc il ne faut pas non plus voir trop de choses là derrière. Vous nous avez expliqué très justement ce qui se passerait, en tout cas les hypothèses qu'on peut faire s'il y avait une frappe nucléaire en Ukraine. Qu'est-ce qui se passerait si c'était sur les zones bleues, c'est-à-dire si c'était un des pays de l'OTAN? Est-ce que là, l'engagement de tous les autres est vraiment automatique? Oui. Enfin, il n'est pas automatique au sens que l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord ne dit pas qu'il faudrait se battre pour le pays qui est victime. Chaque pays est libre de réagir comme il veut pour venir au secours du pays agressé. Mais dans l'utilisation d'une arme nucléaire sur la Pologne, je suis absolument convaincu, en tout cas que la France réagirait militairement pour venir contribuer à la défense du territoire polonais. Aujourd'hui, comment se situe la France dans tout ça? Est-ce que vous avez le sentiment que la France reste un cas particulier? On l'a vu dans le dialogue avec Vladimir Poutine,
Aujourd'hui, l'Ukraine dit on ne parle plus du tout avec Vladimir, c'est des nouveautés des dernières heures. Est-ce que la France reste une exception ? On peut dire la France et l'Allemagne et d'autres pays derrière la France. Souvent, nos amis polonais ont tendance à singulariser la France, mais la plupart des pays occidentaux, quand même, d'Europe occidentale, sont plutôt sur une ligne française. Aujourd'hui, c'est évident, nous ne sommes pas au moment d'une négociation. Ni les Ukrainiens, on pense qu'ils peuvent encore gagner plus, ni les Russes qui pensent qu'ils peuvent rétablir la situation ne veulent négocier. Et donc, d'une certaine manière, la voix particulière de la France, pour le moment, doit se taire. Et d'ailleurs, le président de la République, depuis plusieurs jours, est sur une ligne de grande fermeté. Est-ce qu'il y a une radicalisation à Moscou ? On a vu hier des images très impressionnantes d'exaltation nationaliste, patriotique, avec les chants, la foule rassemblée tout près du Kremlin, la nomenclatura poutinienne dans la grande salle. Le ton, il n'est pas si neuf que ça, mais est-ce que la manière est en train d'évoluer ? C'est-à-dire que c'est la réaction à la défaite. C'est-à-dire face à la défaite, d'abord défaite, ils n'ont absolument pas remporté leurs objectifs, et puis défaite autour de Kharkiv, les Russes sont obligés de refaire front, car la défaite de Kharkiv a été ressentie dans l'opinion publique russe. Donc, escalade militaire, on mobilise, escalade politique, j'annexe, j'accrois la grande Russie et j'essaie de susciter l'enthousiasme d'une population dont on sait bien qu'elle n'est pas très enthousiaste. Donc, Poutine est engagé dans une course en avant d'escalade militaire et d'escalade politique. Et une fuite en avant idéologique. C'est très frappant d'hier quand on prend le verbatim de ce qu'il dit en s'adressant en partie aussi aux opinions de droite ou d'extrême droite européenne. Il faut le citer dans le texte. Est-ce que nous voulons que notre patrie ne soit plus notre patrie, que nos enfants soient pervertis, qu'on leur dise qu'à part les hommes et les femmes, il existe d'autres genres ? Une telle négation de l'être humain ressemble à un satanisme ouvert. Le fait que Vladimir Poutine parle du satanisme, comme il dit dans son discours, des élites occidentales, déjà ça, c'est évidemment extrêmement frappant. Oui, enfin, en même temps, vous savez, c'est quand même un langage qui a été utilisé par ce pouvoir, car c'est assez émouvant d'ailleurs d'avoir un ancien agent du KGB qui a trouvé la foi religieuse, et une foi religieuse visiblement très intense. Et d'ailleurs, tous les collaborateurs de Poutine le suivent, puisqu'ils envoient tous leurs enfants dans les universités américaines et anglaises, sans doute pour être pervertis. Non, là, vous savez, dans une guerre, on a besoin d'une feuille de vigne idéologique. On ne dit pas « je fais la guerre pour occuper le Donetsk », on dit « je fais la guerre pour défendre la civilisation chrétienne ». Un. Et deux, c'est aussi toujours cette guerre psychologique sur le champ de bataille européen pour essayer de diviser les opinions européennes, puisqu'il sait que ce genre de discours, dans l'extrême droite, française ou ailleurs, évidemment, elle a un très fort écho. C'est cela, évidemment, mais est-ce que c'est aussi une conviction profonde chez beaucoup de ces anciens agents du KGB, devenus FSB, ce vieux terreau qui était déjà, en réalité, quand on dit rouge-brun, national-communiste, il y a là une vieille veine très ancienne. Si vous lisez toute la littérature russe du 19e siècle, notamment Dostoïevski, vous revenez là-dessus, sur cette mission, cette Russie éternelle qui a une mission d'être le Christ des nations, etc., etc. Donc, il essaye de jouer sur ce réflexe. Il y a un texte, magnifique à lire de Georges Semprin, qui est communiste, plutôt libéral à l'époque, et il va voir Souslov au Kremlin. Et il dit, j'ai compris qu'en fait, l'Union soviétique était réactionnaire et de droite, parce que c'était un monde, entre guillemets, de droite. L'autorité, l'ordre, le respect de l'ordre, de l'autorité, l'État policier, tout sauf le désordre. Mais il faut comprendre aussi, Poutine, il a reçu une Russie complètement déstructurée par 70 ans de communisme. Le communisme ne marchait plus. Il fallait trouver, au fond, une nouvelle colonne vertébrale à la Russie. Et de manière très russe, il a choisi l'ordre et l'Église orthodoxe, qui, évidemment, ne rêvait que de ça, de redevenir le pilier de l'ordre russe. Vous ironisiez très justement sur cet ancien lieutenant-colonel du KGB qui s'est découvert un rapport avec Dieu. Lisons la suite de ses déclarations. Nous nous battons pour la Russie historique, pour protéger nos enfants et petits-enfants de cette expérience, pour changer leur âme. Là, il parle des changements de sexe et des parents 1 et 2. Jésus disait, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Là, on est carrément dans l'évangélisme. Et puis, voulons-nous que dans notre pays, au lieu d'avoir un père et une mère, nous ayons un parent numéro 1 et un parent numéro 2, qu'on parle à nos enfants des opérations de changement de sexe. C'est très frappant de voir à quel point il suit les débats de société, lui ou ses conseillers, ceux qui l'ont aidé à faire le discours, il suit très attentivement les débats qui ont lieu ici.
C'est un colonel du KGB, hein. C'est-à-dire on a l'impression qu'il est en train de commenter les opérations de désinformation qui sont lancées en Europe. Moi, souvent, avec Poutine, j'ai l'impression d'avoir en face de moi non pas un général du KGB, un colonel du KGB. C'est vraiment, honnêtement, qu'il déclare cela, c'est quasiment comique. C'est pas du niveau d'un chef d'État. Vraiment, il appuie sur des boutons, des petits boutons qui sont sans importance. Et est-ce que ça touche cependant une fibre? J'étais frappé dans les commentaires sur les réseaux sociaux, chez beaucoup de gens de droite ou d'extrême droite. Ah oui. Souvent, ils sont mal pris maintenant parce qu'ils sont contre l'agression, contre la guerre. Mais en revanche, sur ces thèmes-là, il y a un écho. Ah ben, il a toujours, les Russes jouent là-dessus. Par exemple, RT en France, enfin la radio-télévision russe, vous le savez bien, donnait une très grande audience au moindre idéologue d'extrême droite. Et d'ailleurs aux Gilets jaunes. Au fond, l'objectif stratégique de la Russie, il est en particulier de faire exploser l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est un bloc économique, et donc c'est un problème pour les Russes. Donc les Russes doivent diviser les Européens, et donc ils utilisent à peu près tout ce qu'ils peuvent, et notamment, comme les gilets jaunes, et aussi ces problèmes idéologiques. Le cas d'école italien qui va être passionnant à suivre. Dans quelques jours, on va entrer dans le vif des négociations pour le gouvernement. Madame Meloni, première ministre, on peut dire que c'est fait. Alors, atlantiste du point de vue militaire et politique, elle est clairement atlantiste. En revanche, elle dit Dieu, famille, patrie, et sur tous les débats qu'on vient de voir, elle est plutôt proche du Kremlin. Alors, tant que cette idéologie n'a pas de conséquences en politique étrangère, à chaque pays, à chaque parti politique, d'avoir ses propres idées. Le problème, c'est lorsque ça a des conséquences en politique étrangère, soit, et ça peut en avoir, le rapprochement avec la Russie, soit l'affaiblissement de l'Union européenne. C'est ça les objectifs de Poutine, qui se moque éperdument de la famille italienne, par ailleurs. Salvini, lui, alors c'est encore plus proche, parce que lui, il est pro-russe très assumé, avec des liens. Il s'est rendu précédemment, souvent encore, à l'ambassade de Russie. Là, le lien est plus fort. Ah oui, mais il y a l'extrême droite italienne avec Salvini, vous avez tout à fait raison, l'extrême droite française aussi. Vous avez des hommes politiques qui se sont dit pro-russes et qui continuent de l'affirmer. De l'argent a circulé, c'est ce que disait mon ancien collègue. Sur ce plateau, à votre place, l'ambassadeur Ripper à Moscou, on le sait bien, d'ailleurs dans le cas du Front National, c'était officiel, ça a été un prêt d'une banque russe. Donc voilà, il disait, des représentants de partis, il disait à l'extrême droite du champ politique, qui se rendaient à Moscou. Lui, il était, je crois, dans les années 2013 à 2017, ambassadeur là-bas. Oui, là, c'est ce qu'il disait. Et il y a d'autres hommes politiques, d'autres pays qui en ont sans doute fait de même. Mais en même temps, je ne pense pas que ce soit l'argent qui ait créé ce problème. Les Russes, analysant la situation politique européenne, voyant l'irruption de ce populisme, ont essayé de, comme on dit, vraiment, ont essayé de faire du surf, ont essayé de surfer sur cette vague et ont essayé de l'amplifier, de la récupérer, puisqu'elle était anti-européenne, ce qui est essentiel pour eux. Est-ce que là, Poutine peut enfoncer un coin dans la solidarité européenne? On va voir les images de l'anniversaire de Silvio Berlusconi. Il y a une ambiance très particulière, très anniversaire de Berlusconi. Je ne sais pas si c'est votre... Bon, voilà, ça c'est l'anniversaire de Berlusconi, vidéo qu'il a diffusée lui-même. Et une des grandes questions qui se posent en Italie, qui peut paraître anecdotique, il y a une bonne ambiance, c'est est-ce qu'il a reçu, oui ou non, le télégramme? La réponse est sans doute oui, mais ce n'est pas difficilement probable. Le télégramme de Vladimir Poutine, traditionnel, à chaque anniversaire, ils sont amis. Oui, c'est... On peut demander aussi qui sont ces chirurgiens esthétiques, parce qu'ils ont dû faire fortune dans cette affaire. Ça, c'est le délit de scandale. C'est pas bien, Gérard. C'est mal. Mais c'est pour ça que vous êtes agréable à lire, parce que vous êtes très cruel. Les vrais méchants sont beaucoup plus drôles à lire, évidemment. Donc, de nouveau, Berlusconi ou Salvini, la question va se poser de la position de l'Italie. Moi, je pense que... Avec, pardon, je me permets de vous interrompre, un enjeu stratégique, militaire très important. On va rappeler la carte des bases de l'OTAN en Italie pour les Américains. L'idée qui est dans des ministères régaliens italiens, notamment le ministère de l'Intérieur, M. Salvini, c'est impensable parce que Guedi, Aviano, Gaët... Gaët, c'est la 6e flotte pour la Méditerranée et Aviano est une base aérienne essentielle pour l'OTAN. C'est elle qui a été utilisée dans les opérations dans les Balkans. On est quand même à un moment où, je crois que c'est la 3e économie européenne, qui est militairement un enjeu colossal, il peut y avoir des pro-russes dans le gouvernement.
Il peut y avoir des pro-russes dans le gouvernement et le gouvernement peut avoir une position pro-russe ou au moins, par exemple, dans le cas de décision de nouvelles sanctions, le gouvernement italien peut s'y opposer. Moi, je prévois un rapprochement entre la Hongrie. La Hongrie, c'est trop petit, mais Orban ne cesse d'essayer de faire des problèmes entre l'Italie et la Hongrie, où il y a un rapprochement idéologique qui pourrait être en effet porté en particulier sur la politique vis-à-vis de la Russie. Oui, ce serait une sorte de front. Il y aurait plusieurs fronts qui se créeraient en Europe, un front, en tout cas, sinon pro-poutinien. Alors, du côté d'Orban, il est franchement pro-Poutine. L'Italie serait plus ambiguë. Moi, je crois que, vous savez, cet automne et cet hiver, ça va tanguer en Europe, à cause, je l'ai dit, à cause de l'inflation. Vous avez le col roulé. Mais ça, c'est pas patriotisme. Depuis maintenant, tout Français doit avoir un col roulé, même s'il a trop chaud. Donc, avec l'inflation, la récession qui vient, il y a une récession de 4% en Allemagne qui est annoncée pour 2023. Et vous avez éventuellement les coupures de gaz. Vous aurez également l'extrême gauche et l'extrême droite qui vont commencer à nous dire on en fait un peu trop pour les Ukrainiens. Et vous allez avoir les Italiens, les Hongrois, encouragés par ces mouvements qui vont commencer à hausser le ton. Est-ce que nos opinions publiques ne vont pas nous dire oui, après tout, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce que vous craignez ça? Je rappelais tout à l'heure la photo que vous rappelez dans votre livre avec Mussolini, Hitler, l'époque où dans les années 30, beaucoup ici disaient en Italie au moins les trains arrivent à l'heure. Beaucoup disaient on est allé voir les défilés à Berlin, c'est bien organisé. Les écrivains français qui se rendaient là-bas. Là, je refuse tout parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Je trouve que c'est une manière de stériliser le débat. Parce qu'évidemment, si vous faites un parallèle avec Hitler... Non, il ne s'agit pas de dire c'est pareil, mais pardon, il y a quand même évidemment les annexions. Les annexions dans l'histoire de l'Europe, c'est pas si courant. On vient de vivre une annexion. C'est pas si courant depuis 1945. Avant 1930. Pardon, ça fait quand même quelques années, si je peux me permettre. Mais justement, on sort de cette période 1945-2022. Vous voyez, une sorte de période de bisounours où c'est le droit, la dissuasion, ça marche, on est des peuples de paix. Bisounours, règne de la terreur, équilibre de la terreur. Alors il y a équilibre de la terreur, c'est vrai. Des bisounours avec l'équilibre de la terreur, ce qui est quand même... C'est une bonne formule, des bisounours avec des missiles. Avec des missiles, voilà. Donc on est dans cette situation, on retrouve une Europe telle qu'elle était avant 1939, c'est certain. C'est la fin d'un monde aujourd'hui quand on voit qu'à l'ONU, on rappelait tout à l'heure le discours d'Antonov, tout craque en réalité. Les vainqueurs de 1945 qui se partageaient le monde, c'est fini. Je crois plutôt, vous voyez, que c'est ça, mais c'est aussi la fin de l'époque néolibérale. Cette époque qui a commencé en 1980 avec Thatcher et Reagan, où on disait les frontières c'est mal, le marché c'est bien, l'État c'est mal, et au fond on va tous devenir des jeunes gens productifs parlant anglais entre Shanghai, New York et buvant des cocktails américains tout en regardant Sex and the City. C'est fini ça, ça ne marche plus. Nos peuples nous ont dit en votant pour Brexit, en élisant Trump, qu'ils n'en veulent pas. C'est donc la fragmentation du monde. Le Covid nous a dit également les frontières c'est bien. Et maintenant, vous avez une Russie qui ramène la guerre. Nous sommes dans un monde fragmenté. Est-ce qu'on a le choix? Vous dites, c'est très intéressant la résonance de ce que vous venez de dire. Il y a une partie des opinions qui dit on n'a pas envie de vivre tous comme des Américains. Mais est-ce qu'on a le choix? Est-ce que ce qui est en train de se passer n'est pas une manière de nous ramener à ce choix fondamental? On est sous la coupe d'un empire et à choisir, mieux vaut un empire démocratique et libéral que les autres. Oui, mais l'empire démocratique et libéral lui-même est fatigué. Les légions américaines rentrent chez elles. Les Américains considèrent que l'Europe n'est plus un sujet pour eux, mais c'est en Asie que l'avenir du monde se joue. Et donc, les Européens vont devoir se comporter comme des adultes. Jusque-là, ils pouvaient un peu avoir des rêves sous la protection, la bannière étoilée. Cette bannière étoilée va sans doute être repliée, peut-être très brutalement si Trump est réélu en 2024. Donc, c'est un peu aux Européens d'avoir un modèle européen. Est-ce qu'on a raté une occasion on remonte encore dans l'histoire, pardon, là on commence à faire des cours d'histoire, mais le Congrès de Vienne, il est cité. C'est un des chapitres de votre livre. Tout à fait. Alors c'était quasi votre prédécesseur, Talleyrand, là, il est assis à la table sur la droite. À l'époque, le génie des puissances, c'est que la France perdante, Napoléon ayant commis une guerre telle, beaucoup de crimes de guerre d'ailleurs au passage, on la met à la table des puissances et puis on arrive à la capter. Est-ce qu'on a raté ça en 91 ? Oui, d'abord, c'est intéressant sur les crimes de guerre. Toute guerre comporte des crimes de guerre. Toute guerre est atroce. Il y a des degrés. Il y a des degrés, mais toute guerre comporte des crimes de guerre. Ce n'est pas propre une guerre.
ce qui ne justifie pas les crimes de guerre. En ce qui concerne, oui, il y a eu certainement, des erreurs ont été commises, hein, il y a eu certainement dans les années 90, le fait qu'on n'ait pas cherché à reconstruire un ordre, l'Occident triomphant a considéré que voilà, il n'y avait rien de particulier à donner, à accorder à la Russie. Est-ce qu'on avait le choix, pardon, quand on voit tout ce qui est en train de se passer, est-ce qu'effectivement ça ne justifie pas, on avait affaire à des pays, la Chine, la Russie, où la démocratisation a l'air tellement improbable? Est-ce que de fait, l'OTAN n'a pas eu raison de s'étendre? L'OTAN a eu certainement raison de se défendre, parce que les pays baltes ont eu raison. Les pays baltes, s'ils n'avaient pas été dans l'OTAN, auraient été depuis longtemps soumis au chantage de la Russie. Non, je pense beaucoup plus en un terme de construction d'un ordre européen, d'un ordre de sécurité européen, associant les Russes, essayant de répondre à leurs inquiétudes, à leurs préoccupations. Et par exemple, la question de la neutralisation de l'Ukraine aurait pu être en particulier une solution. Dominique Moisy nous rejoint. Je vous en prie, Dominique Moisy, géopoliticien, conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Merci beaucoup d'être là. Et ami de longue date. Non, mais si tout le monde s'envoie des grâces, là, c'est pas bien. La nouvelle du jour, évidemment, c'est Kadyrov, ces menaces du président tchétchène Kadyrov. Est-ce qu'il parle au nom du Kremlin? Est-ce qu'il y a une répartition des rôles? Ou est-ce que c'est une sorte d'électron libre qui fait monter encore la tension? On rappelle cette déclaration Kadyrov qui dit qu'il recommande à l'armée russe l'usage d'armes nucléaires de faible puissance en indiquant qu'elles pourraient être tirées sur le territoire ukrainien. À mon avis, des mesures plus drastiques devraient être prises jusqu'à la déclaration de la loi martiale dans les zones frontalières et l'utilisation d'armes nucléaires de faible puissance. Dominique Moisy, tout à l'heure, on a entendu la version diplomatique, la version militaire, où on voit que chez les Russes, ça n'est pas exclu. Oui, nous avons des nuances. En fait, je suis plus pessimiste que Gérard Araud sur l'hypothèse de l'utilisation par la Russie de l'arme nucléaire, même à un niveau tactique, car on n'est plus vraiment, me semble-t-il, dans la rationalité. Les images que l'on voyait hier, ces foules sur la place rouge, les dignitaires. En fait, si on cherche le fascisme aujourd'hui, il ne faut pas aller le chercher à Rome, il est à Moscou. Et je comprends bien que Gérard Araud fasse preuve de prudence dans les comparaisons historiques. Mais en réalité, on n'a jamais été plus proche de ce retour de l'histoire. Voilà quelqu'un qui viole complètement le droit international et qui, maintenant, pour légitimer ses conquêtes, fait du chantage. Avec quoi? Avec l'arme nucléaire. Donc on est vraiment dans un schéma tel qu'on n'en a pas connu, je dirais même, en réalité, depuis 1945. Vous parlez de fascisme, et j'aimerais vous entendre aussi là-dessus, parce que le mot a été parfois prononcé, Oui. c'est jamais indifférent quand on emploie un mot si lourd de sens. Oui. C'est du fascisme, vraiment, ce qui se passe là? Mais c'est-à-dire quand je vois le discours de Poutine, même son langage du corps, il a dérapé hier. Et je regardais ces notables qu'il écoutait, qui étaient réunis dans la grande salle du Kremlin, et je me demandais, mais que pensent-ils? En réalité, ils avaient des têtes d'enterrement. Ils avaient l'air terrorisés. Ils comprenaient, je crois, que leurs dirigeants étaient devenus fous. Que quelque part, ils ne savaient plus comment contrôler ce qui se passait. Alors peut-être, j'interprète, je surinterprète, mais c'est ainsi que je lisais cet événement avec les images des messes de Nuremberg, avec les images des défilés de l'Italie fasciste, et sauf que, et ça a été notre chance absolue, ni Hitler ni Mussolini ne possédaient l'arme atomique. Poutine l'a. Et donc on a quelqu'un qui a une idéologie absolue, avec une arme absolue, et qui est prêt, en réalité, à dépasser toutes les barrières. Et je reviens sur ce que disait Gérard Araud, parce que ça me paraissait très intéressant. En fait,
je suis plus inquiet de la situation internationale et quand même beaucoup moins inquiet pour l'Europe. Je crois qu'en réalité, nous allons tenir. Et nous sommes en train de tenir. Il n'y a jamais eu une Europe plus unie depuis le 24 février. Gérard Haraud, quand vous entendez, effectivement, il ne s'agit pas de dire que copier-coller de 38, mais quand vous entendez Dominique Moisy. Donc d'abord, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je pense que l'Europe tiendra. Je pense que c'est le calcul de Poutine est de diviser l'Europe, mais que je crois que l'Europe tiendra. Ensuite, en ce qui concerne l'analyse du pouvoir poutinien, il n'y a pas de parti de masse, il n'y a pas d'enthousiasme populaire, si ce n'est les bus, des foules amenées par les bus. On voit bien, comme Dominique le remarquait, que l'assistance, tous les hiérarques du parti ne manifestent aucun enthousiasme. Donc pour moi, non. Alors peut-être que je réagis un peu trop en historien. Pour moi, ce n'est pas du fascisme. C'est un personnage autoritaire. Un personnage autoritaire qui est engagé, et c'est ça le risque, qui est engagé dans une escalade, n'est-ce pas, et qui est poussé dans l'escalade parce que, évidemment, il ne peut pas se permettre d'échouer. Est-ce qu'on n'a pas, c'est jusqu'où il monte